Je me souviens que grandir dans ma maison, c'était comme habiter un champ de bataille. Mon père, professeur d'université, gérait tout avec une extrême sévérité. Julie, ma sœur aînée, était la fille idéale, soumise, dédiée à ses études et toujours prête à satisfaire tout le monde. J'étais l'opposé, défiant constamment les limites. Lorraine, tiens-toi droite, disait mon père pendant le dîner. Une femme ne se courbe pas. Je levais les yeux au ciel, me redressais et me détendais de nouveau quand il ne regardait plus. C'était une bataille incessante pour le contrôle. Ma mère ne parlait pas beaucoup, mais elle était aussi stricte que lui. Elle me regardait avec mépris pour mes vêtements ou les amis que je choisissais. « Que vont penser les voisins ?» demandait-elle toujours. Même si la vie à la maison était étouffante, je trouvais de petites façons de créer mon propre espace. J'ai commencé à sortir avec Paul quand j'avais 17 ans. Il en avait 20 et était à l'université, exactement ce que mes parents ne voulaient pas pour moi. Nous gardions notre relation secrète, nous rencontrant dès que nous le pouvions. Pendant un moment, j'ai eu l'impression que les choses allaient enfin dans mon sens. J'avais des projets d'aller à l'université et d'échapper au contrôle strict de mes parents, mais la vie avait d'autres plans. Quelques mois après mon 19e anniversaire, j'ai commencé à me sentir mal le matin. Au début, j'ai pensé que c'était le stress des examens qui approchait, mais bientôt je ne pouvais plus l'ignorer. Je me souviens encore d'être dans une petite salle de bain d'une station-service, tenant un test de grossesse en plastique dans mes mains tremblantes. Une ligne rose est apparue. Positif. J'étais enceinte. Les jours suivants sont flous. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que je devais faire. Je savais que je devais le dire à Paul, mais à chaque fois que j'essayais de l'appeler, je perdais courage. Finalement, je n'ai plus pu éviter la situation. Nous nous sommes retrouvés à notre lieu habituel, un petit parc à l'écart des regards. Paul souriait en me voyant, mais son sourire a vite disparu en remarquant mon expression. « Lorraine, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en tendant la main vers moi. Je me suis reculée, me serrant dans mes bras. « Je suis enceinte », ai-je lâché soudainement. Le silence qui suivit était lourd. Le visage de Paul passa par plusieurs émotions, choc, incrédulité, finalement, peur. « Et tu es sûre ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. J'ai fait 6 tests, tous positifs. Paul passa ses mains dans ses cheveux, ses yeux soudain froids. « Et tu dois t'en débarrasser. » Un avortement, Lorraine. C'est la seule option. Nous sommes trop jeunes pour ça, ça va ruiner nos vies. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'était Paul, le garçon que je pensais aimer, qui me disait de me débarrasser de notre bébé comme si de rien n'était. Va-t'en, lui ai-je dit en me détournant de lui. Il est parti sans rien dire de plus, me laissant seul avec la décision difficile que j'allais devoir prendre. Annoncer la nouvelle à mes parents fut encore plus difficile. J'ai attendu après le dîner, quand mon père était assis à sa place habituelle dans le salon, lisant le journal. Ma mère tricotait, et Julie était aussi là, debout au fond. « J'ai quelque chose à vous dire », ai-je dit, la voix tremblante. Mon père abaissa son journal et me regarda avec méfiance. « Qu'est-ce que c'est, Lorraine ?» demanda-t-il. J'ai pris une grande inspiration. « Je suis enceinte. » La réaction fut pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Le visage de mon père devint rouge, et il commença à crier sur la honte et la déception. Ma mère éclata en sanglots, pleurant sur ce que les voisins allaient penser. Julie resta simplement là, choquée et dégoûtée. « Tu vas te faire avorter ?» dit mon père après s'être calmé suffisamment pour parler clairement. « Nous allons trouver une clinique discrète. Personne n'a besoin de savoir de cette erreur. » Au début, je ne voulais pas l'écouter, mais la pression de ma famille était trop forte. Quelques jours plus tard, je me retrouvais assise dans le cabinet d'une docteure. Ma mère et Julie étaient à mes côtés, comme des gardes. La docteure, une femme gentille d'une 50aine d'années, examina mes résultats avec une expression préoccupée. Puis elle me regarda, les yeux remplis d'inquiétude. « Lorraine, je dois vous dire quelque chose d'important, » dit-elle doucement. En raison de votre historique médical, si vous faites un avortement, il y a de grandes chances que vous ne puissiez plus jamais avoir d'enfant. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing, ne plus jamais pouvoir avoir d'enfant.
Soudain, le choix est devenu clair. Non, ai-je dit, avec une voix plus ferme que je ne l'avais imaginé. Je ne vais pas le faire. Je vais garder le bébé. Ma mère poussa un soupir de stupeur et Julie leva les yeux au ciel, mais je suis restée sur ma position. Le trajet du retour à la maison fut tendu et silencieux. Lorsque nous avons franchi la porte, mon père attendait déjà, impatient d'avoir des nouvelles. Alors, exigea-t-il. Elle a refusé de le faire, dit ma mère, frustrée. Après tout ce que nous avons fait pour elle? Mon père parlait, le visage tordu de colère. Il prit une grande respiration, puis prononça d'une voix froide et définitive, « Pars. Prends tes affaires et quitte cette maison. Tu n'es plus ma fille. Je ne permettrai pas que tu déshonores cette famille avec ta condition. » Ma mère hocha la tête en signe d'approbation, ses yeux durs. « Tu as entendu ton père. Pars. » Julie restait là, silencieuse, me jugeant du regard. Les larmes coulaient sur mon visage pendant que je courais vers ma chambre, prenant quelques vêtements et les fourrant dans un sac. Alors que je franchissais la porte, la voix de mon père m'arrêta une dernière fois. Et ne pense même pas à revenir. Pour nous, tu es morte. La porte se ferma derrière moi avec un son qui semblait définitif et dévastateur. J'étais seule, enceinte et sans abri. Désespérée, j'ai appelé la seule personne à qui je pensais pouvoir demander de l'aide, ma tante Kelly. Elle et mon oncle Scott avaient toujours été les exclus de la famille, vivant dans un autre état et ne parlant que rarement à mes parents. « Lorraine, qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» La voix de tante Kelly était chaleureuse et inquiète. Entre deux sanglots, je lui ai tout expliqué. Il y eut un long silence après que j'eus fini. « Où es-tu maintenant ?» demanda-t-elle enfin. « Devant notre maison. Ils m'ont mise dehors. » Un autre silence. « Reste là, nous venons te chercher. » Le trajet jusqu'à la maison de tante Kelly et oncle Scott fut long, mais il me donna le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé. Leur maison était petite mais accueillante. Dès que nous sommes arrivés, tante Kelly s'est occupée de moi, s'assurant que je mange quelque chose, tandis que l'oncle Scott portait mon sac dans la chambre d'amis, qui serait désormais la mienne. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il en posant le sac par terre, mais c'est à toi, aussi longtemps que tu en auras besoin. » J'ai regardé autour de moi dans cette petite chambre chaleureuse et un nœud se forma dans ma gorge. « C'est parfait, ai-je murmuré. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de consultations médicales, de discussions sur mon avenir et d'adaptation à ma nouvelle vie. Un soir, pendant le dîner, tante Kelly prit la parole. « Nous avons réfléchi, dit-elle. Nous voulons t'aider à poursuivre tes études. » Je levai les yeux, surprise. « Comment ça ?» Oncle Scott se pencha en avant. « Nous avons économisé de l'argent au fil des années. Nous n'avons jamais eu d'enfants, alors nous voulons l'utiliser pour t'aider à aller à l'université. » J'étais sans voix. Après tout ce qui s'était passé, l'idée d'aller à l'université semblait impossible. Je ne sais pas quoi dire. « Dis oui, » sourit tante Kelly. « Nous croyons en toi, Lorraine. Ce bébé ne signifie pas la fin de tes rêves. » Grâce à leur soutien, je me suis inscrite dans un collège communautaire local pour étudier l'administration des affaires. Ce n'était pas facile de jongler entre les cours, les rendez-vous médicaux et les défis de la grossesse, mais j'étais déterminée à y arriver. J'ai aussi trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant local. La propriétaire, Evelyne, était une femme bienveillante qui comprenait ma situation et était flexible avec mes horaires. Ce n'était pas grand-chose, mais cela m'aidait à économiser pour le bébé et à contribuer à la maison de tante Kelly et oncle Scott. Le jour de la naissance de mon fils fut le plus terrifiant et le plus beau de ma vie. Après des heures de travail, je l'ai tenu dans mes bras, émerveillé par ses petites mains et ses petits pieds. Tante Kelly et oncle Scott étaient tout près, souriant fièrement comme des grands-parents. « Comment vas-tu l'appeler » demanda doucement tante Kelly. J'ai regardé mon fils, dormant paisiblement dans mes bras. « Jacques, ai-je dit. Cela signifie « Dieu est mon juge », parce que, peu importe ce que les autres pensent, je sais que j'ai fait le bon choix. En m'adaptant à la maternité, jonglant entre un nouveau-né, mes cours à l'université et mon travail, je pensais souvent à mes parents et à Julie. Savait-il pour Jacques ?
Regrettaient-ils ce qu'ils avaient fait? Mais je repoussais ces pensées. J'avais une nouvelle famille maintenant, une famille qui m'acceptait et m'aimait inconditionnellement. Un jour, pendant une rare pause, je parcourais les réseaux sociaux quand un post attira mon attention. Il était de Julie. Mon cœur s'emballa en lisant, heureuse d'annoncer que Paul et moi sommes fiancés. J'ai hâte de commencer notre vie ensemble. La photo montrait Julie souriant, avec le bras autour de Paul, le même Paul qui m'avait abandonné, moi et notre enfant. Il semblait si heureux, comme si rien ne s'était passé. Une vague d'émotions m'envahit, colère, douleur, trahison. Mais alors j'ai regardé Jacques, jouant paisiblement dans son berceau, et j'ai compris quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin de leur approbation, je n'avais pas besoin de leur amour. Tout ce dont j'avais besoin était juste là. Les années passèrent rapidement, dans un tourbillon de couches, de livres et de longues nuits de révision. Mon dernier semestre fut particulièrement difficile. Je suivais des cours supplémentaires pour être diplômée à temps, tout en continuant à travailler au restaurant et à m'occuper d'un enfant de 5 ans plein d'énergie. Le jour de la remise des diplômes fut rempli d'émotions. Pendant que j'attendais en ligne pour recevoir mon diplôme, j'ai regardé dans le public et j'ai vu tante Kelly et oncle Scott, rayonnant de fierté. Jacques était sur les épaules d'oncle Scott, agitant joyeusement la main chaque fois qu'il me voyait. La véritable surprise est venue après, lors de la fête de remise des diplômes que tante Kelly et oncle Scott avaient organisée pour moi. Pendant que nous célébrions, Evelyne, ma patronne du restaurant, m'appela à l'écart. « Lorraine, j'ai une proposition à te faire, » dit-elle avec un sourire. « Je suis à la recherche d'une nouvelle gérante pour le restaurant, et je pense que tu serais parfaite pour le poste. » J'étais choquée. Moi? Mais je n'étais que serveuse. Evelyne fit un geste de la main, écartant cette idée. Tu étais bien plus que cela. J'ai vu comment tu gères les clients difficiles, comment tu organises l'équipe et comment tu arrives à jongler entre le travail, les études et la maternité. C'est ce genre de dévouement et de compétences que je recherche pour une gérante. C'était comme un rêve devenu réalité, un emploi stable, avec un meilleur salaire et des horaires réguliers. C'était exactement ce dont Jacques et moi avions besoin pour commencer notre nouvelle vie. Les années suivantes furent pleines de changements positifs. Je me suis entièrement consacrée à mon nouveau poste au restaurant, apprenant tout ce que je pouvais sur la gestion et les affaires. Jacques a commencé l'école et s'est transformé en un garçon intelligent et curieux, qui adorait lire et jouer au baseball. C'est lors d'un des matchs de la Ligue de baseball de Jacques que j'ai rencontré Frank. Il était là avec son fils Tyler, qui jouait dans l'équipe adverse. Nous avons commencé à discuter, et j'ai été immédiatement attirée par ses yeux doux et son rire facile. « Père célibataire ?» ai-je demandé, remarquant qu'il était seul. Il hocha la tête, un sourire triste apparaissant sur son visage. « Veuf, en fait. La mère de Tyler est décédée quand il était bébé. Mon cœur se serra pour lui. Je suis désolée, ça doit être difficile. Oui, admis-il. Mais nous nous débrouillons. Et toi? Mère célibataire? Je ris. C'est si évident que ça. Notre relation s'est développée lentement. Nous étions tous les deux prudents, ayant déjà été blessés, et avec nos enfants impliqués, nous ne voulions rien précipiter. Mais, au fil des mois, je me suis retrouvée amoureuse de Frank. Il était gentil, patient, et Jacques l'adorait. 1 an après notre rencontre, Frank m'a demandé en mariage. Ce n'était pas quelque chose de dramatique, juste un moment tranquille dans son jardin, avec nos garçons jouant à proximité. Notre mariage fut petit et intime, seulement avec des amis proches et de la famille. Lorsque j'ai marché dans l'allée avec Jacques fièrement à mes côtés en tant que page, j'ai croisé les yeux de tante Kelly. Elle pleurait, mais son sourire était radieux. La vie avec Frank, Jacques et Tyler est rapidement entrée dans un rythme confortable. Quelques années après notre mariage, nous avons été bénis avec un nouveau membre dans notre famille. Notre fille Betty est née un matin chaud de printemps. Quand je l'ai tenue dans mes bras, avec Frank, Jacques et Tyler autour du lit de l'hôpital, j'ai ressenti un sentiment de plénitude que je n'avais jamais connu auparavant. J'aimais tous mes 3 enfants de la même manière, Jacques et Betty, mes enfants biologiques, et Tyler, mon beau-fils. Le lien du sang n'avait aucune importance.
Mon amour pour eux était le même. Un soir, tante Kelly était à la maison pour nous aider avec les enfants, lorsque nous avons été surpris par une voix familière venant de la télévision. Là, imposant, se tenaient mes parents. Mon père était derrière un podium, saluant une foule qui l'acclamait. Le texte au bas de l'écran disait « Adam Johnson annonce sa candidature à la mairie ». Mon cœur faillit s'arrêter. Cela faisait des années que je n'avais pas vu mes parents, même si ce n'était que sur un écran. Mon père semblait plus âgé, ses cheveux plus grisonnants, mais ses yeux avaient toujours ce regard sévère et déterminé dont je me souvenais si bien. Pendant que nous le regardions parler de valeurs familiales et d'intégrité morale, le visage de tante Kelly se tordit de colère. Hypocrite, cracha-t-elle, sa voix tremblant de fureur. Je me tournai vers elle, choquée. Tante Kelly ? Elle prit une profonde inspiration, sans quitter des yeux l'écran. Il y a quelque chose que tu dois savoir, Lorraine. Quelque chose qu'ils ont caché pendant des années. Quoi ? Demandai-je, confuse. Ce qu'elle me raconta ensuite me bouleversa profondément. De nombreuses années auparavant, avant que Julie et moi ne naissions, mes parents avaient eu leur premier enfant, un garçon. Mais il était né avec de graves malformations physiques, sans jambes. Au lieu de l'aimer et de s'occuper de lui, ils l'ont laissé à l'hôpital, trop effrayés à l'idée qu'il puisse les embarrasser. J'ai ressenti un tourbillon d'émotions, choc, incrédulité et une profonde tristesse pour ce frère que je n'avais jamais connu. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt ?» demandai-je à tante Kelly, la voix tremblante. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je suis désolée, Lorraine. J'aurais dû te le dire, mais après ce que tes parents t'ont fait, je ne voulais pas ajouter plus de douleur à ta vie. » Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, je pris une décision, je devais retrouver mon frère. Avec le soutien de Franck, nous avons engagé un détective privé. Des semaines passèrent, et finalement nous avons obtenu une piste. Mon frère était vivant, contre toute attente, il avait prospéré. Il était un écrivain à succès, marié et père de famille. Il avait été adopté par une famille riche qui lui avait offert toutes les opportunités pour réussir. Le rencontrer pour la première fois était surréaliste. Bien qu'il eût un aspect différent, je pouvais voir une partie de moi dans son visage. Il s'appelait Brian, et il m'accueillit avec un sourire chaleureux et les bras ouverts. « J'ai toujours su que j'avais une famille biologique quelque part, dit-il doucement. Je n'ai jamais pensé que je trouverais une sœur. » Dans les mois qui suivirent, Brian et moi nous sommes rapprochés. Je l'ai présenté à ma famille, et il nous a accueillis dans la sienne. Sa femme, Julia, une coïncidence qui m'a fait sourire, et leurs 2 enfants sont devenus une partie intégrante de notre famille élargie. 22 ans s'étaient écoulés depuis le jour où mes parents m'avaient expulsé. La vie avait continué, apportant à la fois des joies et des peines. Mon fils aîné, Jacques, avait maintenant 20 ans et venait tout juste de commencer l'université avec une bourse de baseball. Je ne pouvais pas être plus fier de l'homme qu'il devenait. Un après-midi paresseux de mardi, je parcourais les actualités en ligne quand un visage familier attira mon attention. C'était mon père, plus âgé, mais portant encore cet air d'autosatisfaction. Le titre disait « Le maire Adam Johnson parle des valeurs familiales dans une interview exclusive ». La curiosité l'emporta, et je cliquai sur la vidéo. Pendant quelques minutes, j'écoutais mon père parler de l'importance de la famille et des valeurs morales. Puis, l'intervieweur lui posa une question sur ses enfants. Le visage de mon père s'adoucit, adoptant l'expression publique de sympathie que je connaissais bien. « J'ai une fille, Julie. Elle est la lumière de notre vie. Tragiquement, nous avons perdu 2 de nos enfants. La douleur ne disparaît jamais, mais cela a renforcé notre famille. Pendant des jours, j'ai bouillonné de rage silencieuse. Comment osaient-ils ? Comment osaient-ils effacer Brian et moi, en se faisant passer pour des figures tragiques et compatissantes ? Comme si le destin intervenait, Brian appela. « Lorraine, devine quoi ? Je vais faire une séance de dédicace dans notre ville natale la semaine prochaine. Ce serait vraiment important pour moi si tu pouvais venir. » Je ne manquerais cela pour rien au monde, lui dis-je, déjà en train d'élaborer un plan dans mon esprit. La semaine suivante, je me retrouvai dans la ville où j'avais grandi. En arpentant les rues familières, des souvenirs refirent surface, certains agréables,
et d'autres bien plus douloureux. Je repoussais ces pensées et me concentrais sur ce que j'avais à faire. La séance de dédicace se tenait dans le grand hall de l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville. En entrant, je réalisai que Brian n'avait pas exagéré, la moitié de la ville semblait être présente. Des célébrités locales, des chefs d'entreprise et des politiciens étaient tous là, socialisant en attendant que l'événement commence. Et là, au premier rang, se trouvaient mes parents et Julie. Mon père, désormais maire, avait l'allure attendue d'un politicien distingué. Ma mère, élégamment vêtue, souriait et saluait des connaissances. Julie était assise à côté d'eux. Ils ne m'avaient pas encore remarqué. Je trouvai une place au fond, avec le cœur battant si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Brian entra sur scène dans son fauteuil roulant, accueilli par des applaudissements chaleureux. Il semblait confiant et à l'aise sous les projecteurs. Tandis qu'il commençait à parler de son livre et de sa vie, je vis mes parents hocher la tête, essayant de paraître sympathiques. « Je suis né avec une grave malformation », dit Brian, sans jambes et avec d'autres problèmes de santé. Mes parents biologiques m'ont abandonné à l'hôpital, incapable ou réticent à s'occuper de moi. Je fixai mon père, mais son expression ne changea pas, aucune reconnaissance, aucune honte, seulement ce regard entraîné d'un politicien feignant la compassion pour l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est une histoire triste, poursuivit Brian, mais j'ai eu de la chance. J'ai été adopté par une famille formidable, qui m'a offert toutes les chances de réussir. Pourtant, j'ai toujours voulu savoir qui étaient mes parents biologiques, pourquoi m'avaient-ils abandonné. La salle était parfaitement silencieuse, tous les regards rivés sur Brian pendant qu'il parlait. Mon cœur battait à tout rompre, sachant que le moment crucial approchait. Puis, Brian sourit, ses yeux brillant d'une lueur à la fois amusée et déterminée. « Mais ce n'est pas la fin de mon histoire, dit-il. Voyez-vous, j'ai retrouvé ma famille. Ma sœur, Lorraine, est ici aujourd'hui. » Il se tourna vers moi, tendant la main. « Lorraine, veux-tu me rejoindre sur scène ?» Un murmure de surprise parcourut l'audience alors que je faisais un pas en avant, entrant dans la lumière des projecteurs. Beaucoup de visages affichaient de la reconnaissance, après tout, j'avais grandi dans cette ville. Mais les réactions les plus marquées étaient dans la première rangée. Mes parents devinrent pâles, leurs expressions passant du choc à la peur, puis à la réalisation. Julie semblait avoir vu un fantôme. Ils savaient que l'image qu'ils avaient méticuleusement construite était sur le point de s'effondrer. Mes parents se levèrent précipitamment, manifestement prêts à partir en vitesse, mais je n'allais pas leur permettre de fuir la vérité une fois de plus. « Maman, papa, s'il vous plaît, restez, dis-je, ma voix résonnant dans la salle désormais silencieuse. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation honnête, vous ne croyez pas ? Mes parents s'arrêtèrent net, pris au piège sous les regards de toute l'assemblée. Lentement, à contre-séhur, ils se rassirent. Je pris une profonde inspiration. Beaucoup d'entre vous m'ont connu en grandissant, ont connu ma famille, mais il y a tant de choses que vous ne saviez pas. Beaucoup de choses ont été cachées trop longtemps. Et puis, je racontais tout. Comment mes parents avaient abandonné Brian à l'hôpital parce qu'ils avaient honte de ses différences physiques. Comment ils avaient caché son existence, construisant leur réputation sur des mensonges. Et comment l'histoire s'était répétée. Je continuais, ma voix devenant plus ferme. Quand je suis tombée enceinte à 19 ans, ils ne m'ont offert ni soutien ni compréhension. Ils ont exigé que je fasse une interruption de grossesse, malgré les avertissements des médecins que cela pourrait me rendre stérile. Quand j'ai refusé, ils m'ont mise à la porte. Enceinte, seule et abandonnée, tout cela pour protéger leur image parfaite. Des murmures et des exclamations parcoururent la foule. Je vis des regards de mépris dirigés vers mes parents, qui semblaient rétrécir dans leur siège. Pendant des années, je les ai entendus parler de valeurs familiales et de moralité, continuai-je, ma voix chargée d'émotion. Mais leurs actions racontent une histoire différente. Ils ont abandonné 2 de leurs enfants quand nous avions le plus besoin d'eux. Ils nous ont effacés de leur vie pour maintenir leur image parfaite. La salle explosa en chaos. Les gens criaient, certains à l'adresse de mes parents, d'autres entre eux. Les journalistes qui étaient venus pour une simple séance de dédicace prenaient des notes furieusement ou parlaient au téléphone. Au milieu du tumulte, mes yeux rencontrèrent ceux de mon père.
L'homme qui semblait si puissant durant mon enfance avait maintenant l'air petit et vaincu. Ma mère pleurait ouvertement, et Julie était figée, son visage empreint de choc et de confusion. Les jours qui suivirent, l'histoire prit des proportions immenses. Elle était dans toutes les nouvelles locales, puis nationales. La carrière politique de mon père s'effondra du jour au lendemain. L'homme qui prêchait l'intégrité et les valeurs familiales fut exposé comme un hypocrite. Sa position de maire devint insoutenable, et en une semaine, il démissionna, invoquant des raisons personnelles, mais tout le monde connaissait la vérité. L'université où il enseignait se distança rapidement de lui, le licenciant. Au milieu du chaos, une chose devint claire, ma sœur Julie avait fait son choix. Elle restait fermement aux côtés de nos parents, refusant d'affronter la vérité. Lors d'un bref appel téléphonique, elle siffla : « Tu as tout gâché. Ne me contacte plus. Tu es morte pour moi, tout comme tu le es pour maman et papa. » Mais la vie a une façon de surprendre quand on s'y attend le moins. Quelques jours plus tard, je reçus un appel d'un numéro que je n'avais pas vu depuis plus de 22 ans. C'était Paul, le mari de Julie et le père de mon fils aîné. « Lorraine, dit-il, d'une voix hésitante et presque timide. J'ai réfléchi à nous, à ce qui s'est passé. Julie et moi, nous ne pouvons pas avoir d'enfant, et j'ai pensé. Eh bien, nous avons un enfant ensemble. Peut-être pourrions-nous être une famille. » Je ne pus m'empêcher de rire. Paul, tu as fait ton choix il y a 22 ans. Tu m'as laissé quand j'étais enceinte de ton fils. Tu t'es marié avec ma sœur, et maintenant, juste parce que tu ne peux pas avoir d'enfant avec elle, tu penses pouvoir revenir vers moi? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais, Lorraine. Non, Paul. J'ai un mari merveilleux et une belle famille. Je n'ai pas besoin de toi, et je ne te veux certainement pas. Au revoir. Je raccrochai, ressentant un sentiment de fermeture que je ne savais même pas nécessaire. Mais les surprises ne s'arrêtèrent pas là. Le lendemain, je reçus un autre appel inattendu, cette fois des parents de Paul. Lorraine, demanda une voix hésitante. Ici, c'est Lorraine, la mère de Paul. Nous venons d'apprendre pour Jacques. Est-ce vrai? Nous avons un petit-fils? La conversation qui suivit fut émotive et révélatrice. Paul et mes parents leur avaient dit que j'avais avorté et fui. Ils avaient passé des années à croire que leur petit-fils n'existait pas. Nous aimerions le rencontrer, dit Lorraine, d'une voix tremblante. Si cela vous va. Bien sûr, nous comprenons si vous ne voulez pas que nous fassions partie de votre vie. Je réfléchis un instant. Les parents de Paul étaient-ils responsables de ce qu'il avait fait ou des mensonges que mes parents avaient racontés? Ils avaient également été trompés. D'accord, dis-je enfin. Je vais en parler à Jacques et voir s'il est ouvert à vous rencontrer. La rencontre entre Jacques et ses grands-parents se déroula de manière étonnamment efficace. Il y eut des larmes, de nombreux câlins et beaucoup de discussions. Jacques, toujours aimable, les accueillit chaleureusement. Dans les mois qui suivirent, la vie reprit son cours. Brian et sa famille devinrent une présence constante dans nos vies, remplissant notre foyer de joie et d'affection. Tante Kelly et oncle Scott gâtèrent tous les petits-enfants, qu'ils soient biologiques ou non. En ce qui concerne mes parents et Julie, je n'entendis que des bribes à leur sujet. Ils déménagèrent, cherchant à fuir le scandale. Une partie de moi ressentait de la compassion pour eux, mais j'étais consciente d'avoir agi correctement en révélant la vérité. Si vous avez aimé cette histoire émotive, laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne pour accéder à d'autres histoires comme celle-ci.